les avait presque oubliés, ces panais, salsifis, pâtissons ou autres rutabagas. Bonjour à tous. Et oui, ils étaient synonymes après la guerre de périodes de malheur et de disette. Et puis avec la société de consommation, on s'était tourné vers des produits calibrés, colorés, tirés à 4 épingles. Alors pourquoi ce retour en grâce des légumes anciens, aux noms curieux, sortes de racines informes, pas toujours très appétissantes au premier abord? Certes, les chefs étoilés ont bien contribué à leur remise au goût du jour, mais aujourd'hui, ces légumes anciens envahissent même les rayons des grandes surfaces. Faut-il y voir un phénomène de mode ou un réel besoin de retour à l'authentique et à une certaine biodiversité? Légumes d'antan, retour gagnant, enquête signée Frédéric Jakoviev. 7 h du matin dans un hypermarché de la périphérie de Morlaix, dans le Nord Finistère. À quelques heures de l'ouverture, Stéphane Barbarit, chef de rayon, met en place les derniers légumes. À la cerise allongée, il n'y en a pas derrière? Ah là, c'est le coup de feu. Là. À côté du tout venant, certains légumes bénéficient d'un traitement de faveur. Palette individuelle, panier en osier. Un traitement de star pour des légumes qui, il y a encore quelques années, étaient inconnus du grand public. C'est un petit traitement particulier parce que c'est ce qu'on appelle les légumes oubliés. Donc c'est des légumes qui avaient disparu de nos magasins et ils reviennent à la mode. Panais, topinambour, betterave crapaudine, ces racines aux noms curieux, aux formes étranges, auraient le vent en poupe. Mal fagotés, mal calibrés, ces quasimodos du légume tranchent pourtant avec leurs voisins plus classiques, brillants et ordonnés. Alors, pour mettre en avant ces joyaux du terroir, Stéphane ne lésine pas sur les symboles. Gazon artificiel, bêche de jardinier, la tendance est au rustique. On peut laisser sans problème la terre. C'est un argument de vente presque. Oui. Caractère. Voilà, ça leur donne ces produits du terroir, hein, c'est tout à fait ça. Hein. Nouvelles habitudes alimentaires, recherche de qualité gustative. Si ces légumes d'un autre âge font leur grand retour dans le panier de la ménagère, il reste encore beaucoup à faire. D'autant que certains d'entre eux, au nom barbare, renvoient à une autre époque. Quand j'étais enfant, nous mangions pendant la guerre des topinambours. Vous n'en achetez plus? Non, depuis, on en a tellement eu pendant la guerre. Et puis face à ces légumes, on reste méfiant, comme si ces couleurs n'inspiraient plus confiance. Ça, c'est des carottes, là, bon, c'est bizarre. Carottes blanches, carottes rouges. Elles sont bizarres, hein. Elles sont noires. C'est pas de la betterave, ça. Si, c'est de la betterave crapaudine. Ah ouais. Mon Dieu, que de noms bizarres. C'est le fameux, comment vous l'appelez, butternut. Je vais essayer deux pour voir. Côté prix, s'ils ont longtemps été prohibitifs, à plus de 5 € le kilo pour le topinambour, là aussi, le secteur se démocratise. On est en moyenne à 2,50 € le kilo, c'est plus cher que la classique pomme de terre, mais face au succès, la tendance est à la baisse. D'autant que sur ce type de produit, le client accepte de mettre la main au porte-monnaie. Si on veut impressionner les amis ou la famille, c'est ça qu'il faut faire. C'est meilleur, mais c'est trop cher. C'est petit, c'est mignon et c'est bon. Acheter de l'authentique, une tendance amorcée il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, les légumes oubliés, on en retrouve partout. À commencer par la tomate, qui se vend à l'ancienne, le chou, qui prend des couleurs, et le panais et la pomme de terre aussi, au rayon chips. Si aujourd'hui, le secteur ne représente que 5 % des ventes de légumes en France, la filière est promise à un bel avenir. Mais alors, si la tendance est au rustique, si l'homo sapiens est en quête de racines, que se cache-t-il derrière ces drôles de légumes? Un retour à l'authentique synonyme de goût, de fraîcheur, de qualité. Ou légumes dénaturés et améliorés en laboratoire pour la grande distribution. Comment distinguer le terroir du plan marketing? Des plats cuisinés au surgelé, même la filière de l'agroalimentaire surfe sur la vague.
l'ancien aurait encore de l'avenir. Ce geste, Jean-Luc le répète depuis plus de 30 ans. Dans le froid, à genoux dans la terre, quelle que soit la météo, chaque hiver, Jean-Luc perpétue la tradition. Là, on est bien, on est en plein air, là. On a un petit vent, là. Un petit vent du large, là, qui nous rafraîchit, là. Comme en Bretagne, il ne pleut jamais. On est un peu tranquille. Nous sommes sur les hauteurs de Saint-Brieuc, une des dernières zones encore protégées, inconstructible, comme si ici rien ne devait changer. Pour ne pas blesser les racines avec la lame d'un tracteur, Jean-Luc ramasse toujours ses endives à la main. Une technique traditionnelle, oubliée depuis la fin des années 70. C'est pas un légume ancien, bon, parce que ça, on a toujours fait l'endive, mais moi je la cultive, je la cultive à l'ancienne. C'est-à-dire que je fais le forçage traditionnel qu'on faisait il y a 30 ans, que faisaient mes parents, qu'on faisait il y a 30 ans. Jean-Luc est un des derniers producteurs à utiliser cette technique jugée trop contraignante et peu rentable. Il y a une dizaine d'années, il a diversifié sa production. Sur ses 12 hectares de terre, il cultive aujourd'hui plus de 80 variétés de légumes oubliés. C'est que des petites surfaces, parce que je produis que pour ma vente sur les marchés. Donc je produis juste ce qu'il me faut pour ma vente. 80 variétés cultivées à l'ancienne, en pleine terre, selon des principes d'une agriculture raisonnée. Son créneau, ce n'est pas le volume, le rendement, mais le produit rare. Là, tu vois, on a la galaise de Zine qui, pour moi, est la reine des courges. C'est une des meilleures. Elle n'est pas belle du tout, toute déformée avec ses cacahuètes dessus, là. C'est des formations de la... Voilà. C'est naturel. Hein. Elle pousse comme ça. Mais elle est vraiment délicieuse. À côté de la galeuse, on continue dans la famille des courges avec le potimarron, le pâtisson ou bonnet de prêtre et le butternut. Après, on retrouve le patilou et le délicata, on dirait des colocanes, du décor, mais en fin de compte, leur chair, c'est de la châtaigne. Même crue, ça goûte châtaigne. Et ce n'est pas fini. On découvre que la courgette peut aussi être jaune. Mais le légume ancien, c'est d'abord un légume racine. Et la vedette du genre, c'est le panais. On a remis au goût du jour le fameux panais. Cette fameuse racine qui existait au Moyen-Âge. Et qui a été totalement supplantée par la pomme de terre. Pourtant, le panais, c'est l'ancêtre de notre bonne vieille carotte, qui n'est orange que depuis moins de 150 ans. Avant cela, elle était pourpre en Asie, ou jaunâtre en Europe. Et ça continue avec le radis, gros succès sur les étals. On a le radis noir long, après on va trouver un autre radis qui va être le radis rose de Chine, le radis noir rond. Et le gros radis là que je sors cette année, ça c'est ma nouveauté cette année que j'ai trouvé, c'est un radis noir pareil comme le rose, un radis asiatique. Donc ça c'est les radis qu'on va manger en crudité l'hiver, en rondelles, en tranches. C'est les radis qu'on mangeait il y a 50 ans. J'en ai deux autres autrement qui sont très très intéressants et qui ont un gros succès sur le radis noir japonais. Hein, c'est un radis qui est vert, blanc, qui a une chair bien verte. Et son cousin, le white meat, il paraît pas très joli, mais à l'intérieur, le voilà. Et ça, c'est superbe, on le retrouve beaucoup sur les tables en décor restaurant. Diversité de radis, mais aussi de betteraves, salsifis et autres légumes racines qui prouvent que l'automne et l'hiver sont des périodes incroyablement riches en diversité. Tu mets quelques rondelles de radis noir à dégorger dans une assiette et tu mets un peu de miel et tu récupères le jus 1 ou 2 jours après et tu bois le jus. Et ça fait le meilleur sirop contre la toux. Ça, c'est les bonnes recettes de grand-mère où on faisait le sirop à base de jus de radis noir. En ressortant ces légumes, on s'aperçoit qu'ils ont toutes eu une histoire, quoi. Puis ça fait parler les gens, quoi. Hein, c'est vrai qu'on va leur parler après de rutabaga, on va leur parler de topinambour, de rutabaga, ils vont nous parler de la guerre, ils vont nous parler de leurs histoires de guerre. On va leur faire du panais, ils vont vous dire que quand ils étaient jeunes, c'était les chevaux qui les mangeaient, ça se mange pas. Hein, qu'est-ce qu'on va leur sortir? La carotte jaune, les carottes blanches, c'est pour les lapins. Donc en fin de compte, on a toute une clientèle âgée là, qui
qui elle est un peu surprise de voir revenir tous ces vieux légumes qu'eux ils ont connus un peu dans leur jeunesse, mais qui n'étaient pas forcément destinés à la consommation humaine, quoi. Comme quoi, il y a quelques années, il y a quelques siècles, les animaux étaient peut-être mieux nourris que les humains. Alors pourquoi ces légumes ont-ils disparu? Comment expliquer cette uniformisation des goûts, des couleurs, des formes? Pour le comprendre, il faut revenir une 60aine d'années en arrière. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France, totalement exsangue, cherche à nourrir sa population. En quelques années, on passe d'une agriculture quasi artisanale à un mode de production intensif. Le maître mot, c'est la productivité. L'industrie sélectionne alors les légumes les plus performants et oublie ceux à faible rendement. On estime aujourd'hui que 75% des légumes cultivés avant-guerre ont totalement disparu. Un déclin qui semblait inexorable jusqu'au retour en grâce du légume ancien. 7 heures du matin sur le grand marché de Saint-Brieuc. Voilà 25 ans que Jean-Luc arpente le pavé. Que du sucre. Petit déjeuner le matin, c'est... Et chaque matin, c'est le même rituel. Et 5 légumes par jour, hein. Donc je prends mon quota le matin, moi, et puis après, hop, je suis tranquille pour la journée. À l'heure de la mondialisation, des délocalisations à outrance, Jean-Luc et sa femme vendent leurs légumes en vrac, sans chichi. Pour eux, pas de conditionnement. Et puis surtout, moins de 3 km entre la production et la vente. Des produits qui ne sont pas normalisés. Moi, c'est des produits déclassés. Là, je vends que du produit déclassé. Il n'y a rien de standardisé. Tout est... Hein. Chez nous, il n'y a pas de calibreuse. Hein. Ça vient direct du champ et puis voilà. Et comme chaque matin, le premier client, c'est Jean-Marie, un breton pur jus lui aussi. Ah, Jean-Marie, bien ouais. Comment que c'est? Mais surtout, un client un peu spécial qui tutoie la famille et se sert côté vendeur. Alors toi, tu passes derrière, quoi. Ah ouais. T'es plus un client. Si, je suis un client, mais je choisis ma cam. Jean-Marie est chef cuisinier à Saint-Brieuc. Ancien étoilé, il a été le second de Pierre Gagnère à Paris. Un cuisinier qui fonctionne à l'instinct. Chaque matin, c'est sur l'étal qu'il fait son menu à l'impro. Je regarde, tiens, ça m'inspire, je me dis tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, clac, clac, clac. Ouais, j'ai découvert ces carottes-là, je les trouve superbes, je vois. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment des vrais maraîchers, quoi. Des mecs qui sont dans leur terre, quoi, dans leur champ, quoi. Et c'est pas du flan, ce qu'ils font. Ouais, il faut être là tôt le matin pour avoir les bons produits aussi, quoi. C'est le but du jeu. Alors on a mis un radis et... Avec ceci. Orange, on met un peu de jaune, non? C'est bon? Effectivement, un coup d'œil sur la file d'attente le confirme, le légume oublié à la cote. D'autant qu'acheter des légumes anciens n'est plus un luxe. Par exemple, 2 € le kilo pour cette carotte ancienne, c'est 40 centimes de plus qu'en grande surface. Ou ces courges vendues au même prix qu'une banale courgette. Des prix quasi équivalents à ceux d'un panier classique, mais une qualité bien supérieure. C'est tout l'intérêt d'acheter chez le producteur. À l'origine de cet engouement, il y a une quinzaine d'années, les chefs cuisiniers. Ce sont eux qui, les premiers, ont contribué à préserver ce patrimoine. J'ai eu la chance d'avoir des cuisiniers comme Jean-Marie et comme d'autres qui ont mis en valeur tous ces produits dans l'assiette. Et les gens, c'est en le mangeant dans l'assiette qui, eux, voilà, ils ont fait la promotion des produits. Jean-Marie n'aura fait qu'un passage éclair sur le marché. Allez, bonne journée. Il ne lui reste que quelques heures pour composer son menu. Direction son restaurant, une sorte de laboratoire où il met en musique ses produits. Comme pour la plupart des chefs, l'ouverture au monde végétal va totalement révolutionner sa cuisine. Moi, ça m'a vachement amusé parce que je me suis dit, oh la vache, on peut en faire des choses avec ça et c'est une nouvelle ouverture et c'est des nouveaux jouets. Voilà, moi c'est un peu ça parce qu'il faut que je m'amuse. J'ai besoin de m'amuser en travaillant, j'ai besoin de prendre du plaisir et la beauté des produits. Moi c'est vachement important en fait d'avoir une notion de beau. Souvent peu séduisant sur l'étal du marché, le légume oublié devient une source d'inspiration inépuisable une fois épluché.
Couleurs, saveurs, textures. Jean-Marie met en relief les courbes, les plats prennent du volume. Difficile d'imaginer autant d'originalité avec des produits aussi rustiques que délaissés. Chaque produit a des cousins ou a des frères. Et on n'a pas fait le tour en fait, parce que chaque aussi région a ses trésors. À 60 € le menu, la cuisine de Jean-Marie reste un plaisir de gourmet. Mais le légume ancien n'est pas réservé qu'à une élite. Il est possible de se régaler pour moins de 2 €, et Jean-Marie nous le prouve. Aujourd'hui, une recette à base de panais pour un apéritif ou une entrée. Quelque chose de très simple, de très naturel et qui coûte que dalle. Hop. L'originalité de la recette, le panais frit en chips, à peine 3 minutes de cuisson. Regarde comme c'est beau. On dirait du bois. C'est magnifique. C'est très esthétique. On peut même le faire en dessert, hein. Si je saupoudre un peu de sucre glace dessus, un tout petit peu de cannelle râpée, et on en fait un dessert de ce truc, tellement c'est simple. C'est simple et c'est bon. Avec une préparation chou-fleur, pignon de pain, fromage blanc, en moins de 10 minutes, la recette est prête. Et ce qui fera la différence, c'est la touche finale. Le radis green meat de Jean-Luc. C'est que du légume. Moi, je ne fais que le mettre en avant et je ne fais qu'appliquer des techniques simples sur de la friture, un taillage et un assaisonnement. Voilà, avec, mais j'ai que des beaux produits et ces beaux produits-là, ils parlent tout seuls. Alors ces bons produits, depuis quelques années, les industriels du secteur commencent à s'y intéresser. Nous sommes dans le Val-de-Loire, à côté d'Angers. La douceur de son climat, mais aussi la qualité de ses sols, en ont fait le 3e producteur de légumes de France. Mais la véritable star de la région, c'est la mâche. 85% de la production nationale sort des usines de conditionnement du Val-de-Loire. La filière maraîchère dans l'Anjou, c'est aussi près de 5000 emplois. Chaque année, 12 000 tonnes de fruits et légumes sont expédiés dans toute l'Europe. Autant dire, une économie basée sur le légume. Mais depuis quelques années, dans cette coopérative angevine, on commence à vendre d'autres légumes. Avec à l'origine de ce changement, une fête importée des États-Unis. On a surtout développé la partie légumes anciens à partir des années 2000. En fin de compte, on a profité du phénomène Halloween, pâtisson, butternut et choses comme ça. Il y a eu un intérêt pour ces produits-là. On a pensé rapidement qu'il y avait certainement un marché à exploiter. Hein, ça paraissait évident. En quelques années, la coopérative a donc diversifié son activité et développé une gamme de légumes anciens qui représente aujourd'hui 12% du chiffre d'affaires de la société. Et l'astuce pour Michel, c'est de les vendre exactement comme les barquettes de mâche. Pour plutôt satisfaire la clientèle de grande distribution, on a développé du barquettage. Du barquettage majoritairement en 500 grammes avec une fiche recette à l'intérieur. Donc on propose des charlottes de topinambour, on propose des blinis de topinambour, des émincés de porc à l'ancienne, à la mousseline de Panay. Et ça, c'est important de faire de la pédagogie sur ce type de légumes. C'est une évidence qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. Hein, c'est une évidence, ça aide vraiment au développement du produit. Vous pouvez me dire combien vous vendez ça? C'est vendu 1,50 €, la barquette de 500 grammes. Hein, en l'occurrence pour les panais. C'est le prix d'un kilo de pommes de terre? Aujourd'hui, vraisemblablement, c'est le prix d'un kilo de pommes de terre. Mais vous avez 500 grammes. Panais, pommes de terre vitelotte, au total une vingtaine d'espèces, toutes produites dans la région. Avec, en haut du podium, le topinambour. 700 tonnes sont vendues chaque année, c'est 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Et le topinambour, c'est ici qu'il est produit. Il y a une petite dizaine d'années, Dominique Pichonneau s'est mis à cultiver cette racine ancestrale. C'est rugueux par contre, ça gratte. Une forêt vierge, ça peut pousser jusqu'à 3-4 mètres de haut.
On va en arracher une. C'est ce qu'il y a au niveau de la racine. Bon, là, elles ne sont pas arrivées à maturité. Hein. Quand ça va être à maturité, elles vont faire 3 fois cette grosseur-là. C'est une culture qui est quasiment menée comme une culture bio. On met un petit peu de fumier de champignons, et puis derrière ça, je ne mets rien d'autre. Et c'est une culture qui ne reçoit aucun insecticide, herbicide, fongicide. Parce que c'est une culture qui doit être assez rustique et qui est quasiment indemne de maladie. Le topinambour, c'est presque une plante sauvage. Une espèce qui pousse toute seule, un peu partout. Son seul problème, la récolte. Ce qui se faisait avant, c'était des arracheuses toutes simples. Et derrière, il fallait ramasser à la main. Donc c'était très pénible pour les ouvriers. Par tous les temps, travailler dehors, c'est pas évident. Fini donc la récolte à la main. Pour augmenter ses rendements, Dominique a dû tout réinventer. Et en quelques années, il est devenu un des plus gros producteurs de topinambour en France. 250 tonnes par an, à lui tout seul. On essaye toujours de chercher le meilleur matériel adapté pour que ça soit rentable. Un légume rustique, mais aussi un légume d'hiver. Ce qui permet à Dominique de fournir du travail à ses employés près de 10 mois sur 12. Longtemps considérée comme une plante nuisible, l'alimentation de base des cochons, on assiste donc au renouveau du topinambour. Cette petite tubercule aurait des vertus curatives, notamment sur la prévention des cancers. Par ailleurs, des études sont en cours sur la transformation de sa plante en biocarburant, peut-être un futur débouché pour les producteurs. Ce jour-là, c'est Jackie Bréchet qui vient voir Dominique. Nos productions de légumes anciens ce matin. Jackie, c'est le responsable technique de la coopérative. Ah ouais, 1200 kilos de topinambour aujourd'hui. Il est là pour vérifier la qualité des légumes avant la mise sur le marché. Mais là, ça se présente bien parce qu'ils ont déjà une forme assez arrondie. La couleur est là. C'est bon signe, ça. Ça va faire du beau produit. On vient de faire un travail de recherche assez important entre 2007 et 2009. On a eu 3 ans d'études où on a comparé 16 variétés de topinambour pour essayer de voir si on pouvait améliorer la présentation commerciale du produit, pour éviter d'avoir des produits qui soient déformés, pour avoir des produits qui soient le plus ronds possible. En clair, créer un topinambour sans aspérité, plus facile à éplucher. Un produit capable de séduire la ménagère, c'est ce que l'on appelle la sélection variétale. Une technique vieille comme l'agriculture qui consiste à repérer les meilleurs plants pour les reproduire. À droite et puis après on va aller là-bas. Oui. Bien à l'abri dans une pièce réfrigérée, Dominique conserve un précieux butin. Voilà, donc ça vous avez sélectionné. Tout ça c'est le doléa. Le caviar du légume ancien, le cerfeuil tubéreux. Donc là, vous les avez calibrés, là, Dominique. Non, c'est pas calibré celle-ci. Une racine encore méconnue du grand public qui a fait l'objet de près de 10 ans de recherche. C'est bien, il n'y a pas de maladie. Un vrai marché de niche, puisque les producteurs de cerfeuil tubéreux se comptent sur les doigts de la main. C'est différent de la topinambour, hein. C'est un produit à haute valeur. Nous c'est commercialisé 4-5 euros le kilo et je pense que c'est revendu à 15 euros le kilo. Hein. Les gens connaissent pas beaucoup le cerfeuil tubéreux. C'est un produit assez original qui est extrêmement fin, très délicat sur le plan gastronomique et on rêverait de pouvoir en produire et surtout en faire consommer beaucoup plus si les gens progressivement le connaissaient, le découvraient. C'est l'espoir pour l'avenir. Un légume en devenir et pourtant à l'origine, le cerfeuil tubéreux est un véritable cauchemar. Car avant d'en arriver à cette enveloppe lisse et homogène, il était surtout très laid, d'un aspect bulbeux et repoussant, quasiment invendable. Mais cela, c'était avant. Améliorer les légumes anciens pour les adapter au marché, les sélectionner pour leur donner une seconde vie, c'était le travail de Jean-Yves Perron. Ingénieur agronome à la retraite, il est un peu le père du légume oublié en France. Entre culture in vivo et sélection naturelle, Jean-Yves a consacré sa carrière à relancer des légumes anciens. À l'origine de ses recherches, un livre, une sorte de grimoire publié en 1927, qui recense toute la diversité légumière de l'époque.
C'est donc un ouvrage très très précieux que j'ai réussi à acheter, si vous voulez, donc, chez un bouquiniste. Et ça a été mon livre de chevet, si vous voulez, pour la détermination, si vous voulez, des espèces que j'ai été amené à travailler durant ma carrière. Alors, ce que c'est déjà. C'est dans cette Bible du légume ancien que Jean-Yves a retrouvé le fameux cerfeuil tubéreux, un légume oublié depuis près d'un siècle. Les tubercules vendus sur le marché de Vienne et figurant sur les meilleures tables de cette ville. Les racines se mangent cuites, la chair en est farineuse et sucrée. Après des mois d'enquête, Jean-Yves retrouve 3 producteurs dans le Jura qui conservent quelques cerfeuils dans leur potager. C'est à partir de leurs légumes qu'il commence ses recherches. Nous avons donc monté un programme d'amélioration génétique du cerfeuil dès 1982 avec un objectif d'augmenter le rendement et également de rendre cette racine plus lisse et d'une belle forme comme ça. En sélectionnant les meilleurs cultivars, Jean-Yves Perron et son équipe ont réussi à proposer des variétés plus adaptées aux attentes des consommateurs. Car la nouvelle vie d'un légume oublié dépend d'abord de son succès commercial. Et en la matière, Jean-Yves a essuyé quelques échecs. C'est le cas du crambé maritime, qu'il conserve précieusement dans son jardin. Pour le fun, pour la mémoire. À l'origine, le crambé est une plante sauvage qui pousse sur le littoral. Une plante particulièrement savoureuse que Louis XIV exigeait dans son potager. Ça a un goût de chou très fin, avec un goût de noisette. Après 25 ans de recherche, le crambé est enfin prêt à être commercialisé. Mais il reste très difficile à produire. La récolte n'est pas mécanisable et les rendements sont très faibles. L'expérience crambé est alors abandonnée. Aujourd'hui, on peut dire que c'est vrai qu'il n'y a plus de producteurs de crambé en France. Il n'y en a plus. Hélas. Alors que c'est le meilleur produit que j'ai travaillé sur le meilleur produit sur le plan alimentaire. Il est possible que le grand public ne connaisse pas à jamais peut-être le goût de ce légume délicieux. Et on peut le regretter. Le risque lorsqu'un légume n'est plus cultivé, c'est qu'il disparaisse à jamais. Et avec lui, c'est son patrimoine génétique que l'on perd. Le patrimoine génétique, c'est la carte d'identité du légume. Un outil de travail essentiel pour les chercheurs, car c'est grâce à ce patrimoine qu'ils vont pouvoir améliorer les variétés existantes. Concrètement, rendre les légumes anciens plus productifs, plus résistants, en fait en créer des copies performantes. Nous sommes à l'INRA d'Avignon, c'est ici qu'a commencé la recherche sur les espèces légumières. Dans ce coffre, réfrigéré à 5 degrés toute l'année, Michel Pitrat, chercheur généticien, conserve un véritable trésor. Près de 1000 graines différentes, 1000 variétés anciennes classées par type, morphologie, provenance, une collection unique en France. Cette variété ici, elle est originaire de Turquie, celle-là de Colombie, celle-là de Hongrie, la suivante d'Espagne. C'est un trésor. C'est l'équivalent dans le domaine culturel de partitions de musique, d'un bâtiment qui, s'il disparaissait, ça serait une perte générale pour l'humanité. La plupart de ces variétés anciennes ont été oubliées parce que trop fragiles ou tout simplement peu goûteuses. Elles renferment pourtant une richesse inestimable, les gènes contenus dans leurs graines. Vous mangez des tomates, vous mangez ça avec. Ces gènes vont servir de base aux chercheurs pour mettre au point de nouvelles variétés. Première étape pour le généticien, sélectionner les variétés pour leurs caractéristiques particulières et notamment leur résistance à certains parasites. Dans ce laboratoire, Michel fait pousser une dizaine de variétés anciennes de melons. Toutes ont été inoculées avec le même champignon. Ici, vous avez 2 lignes d'une première variété. Lorsque la plante est résistante, ce qui est le cas de la première variété ici, il n'y a aucun symptôme. Par contre, sur la deuxième variété qui se trouve ici, on voit des taches nécrotiques. Donc cette variété est sensible à ce virus
Et donc tout le travail de la sélection, ça va être de garder les plantes résistantes pour les recroiser par la variété dans laquelle on va vouloir introduire ce caractère-là dans une nouvelle variété. Et c'est comme cela que grâce aux gènes de variétés anciennes, les sélectionneurs réinventent de toutes pièces de nouveaux légumes. Cette tomate, c'est la Garance, une tomate créée par René, généticien lui aussi. A priori, la Garance est une tomate des plus classiques. En fait, une bête de course dans laquelle René a introduit 7 gènes de résistance. Là, on a une Garance. Donc, vous voyez, c'est un fruit qui est assez lisse, légèrement côtelé, ce qui intéresse les consommateurs parce que ça fait penser un petit peu aux anciennes variétés. On l'a conservé à température ambiante dans le hangar. Donc, en ce moment, on est fin juin. Là, on a des températures qui dépassent allègrement les 30 degrés. On peut s'apercevoir que ce fruit, il reste très très ferme. C'était un des objectifs de sélection, c'était de pouvoir conserver ce fruit à température ambiante. Dans chacun de ces cajots, des Garances. Mais une seule se retrouvera sur le marché. Les autres ne sont encore que des expérimentations, résultat d'un brassage de gènes qui produit parfois des effets surprenants. On se retrouve avec des tomates qui ont des bons goûts, des bons arômes, des mauvais arômes. Il y en a certaines qui sentaient le goudron, c'est pas particulièrement bon. Puis il y en a d'autres qui peuvent sentir la fraise. Je suis tombé sur des tomates qui sentaient la fraise, mais très prononcées, des caractères qui s'héritent. Bon, c'est connu, on connaît un peu tous les arômes qui sont dans la tomate. Donc je suis tombé sur des lots où cet arôme-là était particulièrement exprimé. Je suis tombé sur une autre qui sentait la banane. La tomate créée par René, c'est ce que l'on appelle un hybride. Un hybride, c'est un légume très productif, une sorte de sportif de haut niveau, au rendement exceptionnel. En fait, un légume calibré pour l'industrie. Et cet hybride, c'est dans cette serre que René l'a créé. 10 ans d'expérimentation et de recherche, et puis ce petit geste. D'un côté, René prélève le pollen d'une fleur mâle. Donc je vais essayer de faire tomber un peu de pollen sur du bouchon. Pour le croiser avec la fleur femelle d'une autre variété. Et là, on a réussi une fécondation qui va nous donner un hybride. Les premières tomates hybrides ont commencé à pousser dans les années 60. Au fil des ans, on a cherché à introduire plus de gènes, et c'est ainsi qu'ont été créées les tomates dites long life, comme longue conservation. Une tomate susceptible de traverser l'Europe sans jamais se détériorer. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter. Avec ce gène, la tomate devient insipide, farineuse. Une tomate de plus en plus délaissée par le consommateur. Mais les industriels n'ont pas dit leur dernier mot. Rungis, 4 heures du matin. Sur le plus grand marché mondial du frais, on travaille nuit et jour. Ici, les légumes arrivent et s'exportent dans le monde entier. Et dans ce temple de l'alimentation de gros, le légume roi, c'est la tomate. Chaque seconde, 4 tonnes de tomates sont produites dans le monde. La tomate, c'est le légume préféré des Français, le plus consommé juste derrière la pomme de terre. Chaque Français en mangerait 14 kilos par an. On imagine alors l'enjeu économique autour de cet or rouge. 10 centimes, ça te va? Ah, je gagne rien sans ça après. Par contre, la saveur, c'est de l'arrivage. Sur le carreau de la tomate, Didier est un incontournable qui gère sa clientèle avec la gouaille des anciens. T'en veux un colis seulement? Oh, tu vas pas nous saouler. C'est pas facile, vous savez, le vendeur ici. Ça va saigner, ça va saigner. Mais ça, Et chez Didier, les tomates ont pris de drôles de couleurs. Il est pas beau cet ananas? Ouais. Tomate ananas, noir de Crimée ou green zebra, malgré la crise, avec la tomate ancienne, Didier a retrouvé le sourire. Ça, je vais vous faire voir ça. C'est ce qu'on appelle un tableau. C'est magnifique. C'est les mecs qui travaillent quand même, qui font énormément d'efforts pour satisfaire les clients et qui... Enfin, je trouve ça beau. Ça, c'est des tomates qui ont du goût, plus spécifiques, qu'on trouve pas partout. Et ils font la différence, en fait, sur le marché, quoi. 5 ananas. Inconnue il y a encore 5 ans, la tomate façon grand-mère, c'est le succès commercial de l'été. Et la tomate ancienne, c'est aujourd'hui 60% du chiffre d'affaires de Didier. Merci. Et pour les vendre, les industriels surfent sur la vague de l'authentique. Cajot en bois, couche de paille et appellation terroir. Ce que le grand public ignore, c'est que derrière ces soi-disant tomates d'antan se cachent des hybrides inventés par l'industrie. Alors, vrai ou faux légume oublié, même Didier s'y perd un peu.
Les tomates jaunes comme ça, je pense, je peux pas affirmer, mais je pense pas. Ça a toujours existé. La Crimée, ça a toujours existé. Ça, c'est la Green Zebra, ça a toujours existé. D'accord ? Et c'est difficile de faire la différence entre des produits inventés en labo par des semenciers. Oui, c'est très difficile. Bah, disons que bon, tu sais, moi je ne suis que vendeur de tomates, quoi, donc bon, je ne suis pas non plus ingénieur agronome, donc il y a des choses quand même que je ne sais pas. Mais bon, je me rends compte un petit peu, quoi. Puis bon, j'espère que je dis pas de bêtises, mais moi je pense que ça, oui, c'est du marketing. Celle-là, oui, mais pas les autres. Hein. En fait, dans cette cagette, 75% des tomates sont des hybrides. Rien de neuf sous le soleil, sauf qu'aujourd'hui, on fait du vieux avec du neuf. Ces tomates, elles sont produites ici, des serres à perte de vue sous un soleil de plomb. Nous ne sommes pas dans le sud de l'Espagne, mais en Bretagne. Le nouvel Eldorado de la tomate. Une tomate sur 4, produite en France, sort de ces serres. Le mythe de la tomate, fruit du soleil, a fait long feu. La Bretagne, c'est aujourd'hui la première région productrice de France. Se croire dans le sud, en étant en Bretagne. Ah là, ouais, là c'est le pied. Le pied, je suis dans mon élément. Gilles Le Bihan est l'heureux propriétaire de cette exploitation. 20 hectares de culture sous serre, où poussent des tomates du fameux panier saveur d'antan. Car paradoxalement, ces coopératives qui ont inondé le marché de tomates insipides cherchent à attirer le consommateur vers des produits plus authentiques. Alors dans ce panier, rien n'a été laissé au hasard. Assortiment de couleurs, de formes, de tailles, au total une dizaine de variétés, dont la Green Zebra, la Cornue des Andes et la Cœur de Bœuf. C'est un effet de mode, comme il y a eu la vrac ronde rouge qui était un effet de mode, après il y a eu la grappe qui était un effet de mode, aujourd'hui on est sur la Cœur de Bœuf en effet de mode. En fait, la vie est faite d'effets de mode permanents, donc forcément il y a un produit qui va être ciblé un peu plus facilement pendant 3-4 ans, puis on va passer à un autre. C'est la vie continuelle des produits. Ça c'est bon, ça tu ramasses. L'effet de mode, c'est ce qui conduit les industriels à inventer chaque année de nouveaux légumes. Ça aussi tu peux, Mousse. Des tomates qui poussent 10 mois sur 12, plus résistantes, plus vigoureuses. Elles sont aussi mieux calibrées. En bref, mieux adaptées aux lois du marché. Parce que le légume d'antan qui pousse dans la terre, il ne se conserve jamais. Ça ne se conserve pas plus de 2 jours. Il faut des circuits très courts pour vendre ça. Or, ce n'est pas notre système de vente à nous. Et comme la grande majorité des hybrides, ces tomates à l'aspect rustique poussent à 1 mètre du sol. Un système de goutte à goutte leur apporte les nutriments nécessaires. L'ensemble est piloté par ordinateur. L'exploitation entière avec la température extérieure. On est loin de l'image d'Épinal des légumes d'antan. On est un peu plus loin de l'image d'Épinal des légumes d'antan, par un souci de productivité et de rentabilité de produits en fait. La rentabilité, c'est le nerf de la guerre. D'autant que Gilles a une exploitation à faire tourner. Une vingtaine de salariés à l'année, une serre à chauffer tout l'hiver. Autant dire qu'il n'a pas le luxe de produire une tomate peu rentable. Alors pour éviter les accidents industriels, toutes les tomates produites par Gilles sont testées en amont. Dans la station d'essai de la coopérative, Hervé, ingénieur agronome, met en culture des dizaines de plants de tomates. Des hybrides bien sûr, mais aussi de vraies variétés anciennes, testées en conditions réelles pour s'assurer qu'elles répondront aux critères de la grande distribution. La première année, on observe la variété, on va observer la plante, on va regarder comment elle va se comporter donc dans nos conditions de culture. Et beaucoup de ces tomates, vous ne les retrouverez jamais à la vente. Car aussi belles et délicieuses soient-elles, elles seront recalées au test d'Hervé. Ça, malheureusement, donc c'est une variété qu'on ne peut pas conserver parce que elle n'est pas encore mûre qu'elle est déjà molle. Vous voyez ? Donc il faut quand même, malgré tout, qu'elle puisse être transportée au minimum sur un trajet donc de l'ordre de 500 à 1000 km. Donc ça, c'est une variété qu'on ne peut pas imaginer mettre sur le marché parce que malheureusement, le fruit ne peut pas être admis d'un point de vue commercial. Entre l'expérimentation et la mise en vente, 2 ans de travail et de recherche.
Et la petite dernière d'Hervé, encore au stade expérimental, c'est cette tomate ananas. Et tu vois la particularité qu'elle a celle-ci, c'est que lorsqu'elle est en cours de maturation, elle a des veines... Zébrée jaune et rouge, un look à l'ancienne, c'est peut-être le futur succès du groupe. Salut Emmanuel, ça va? Emmanuel Desclous, le directeur marketing, la découvre pour la première fois. Tu peux la consommer à partir de là quoi. Tu vois, là elle est un petit peu verte encore. Là on est vraiment face à un fruit typique de cette tendance aujourd'hui, de l'acceptation à la fois par le consommateur et donc par les clients, d'un fruit avec ce qu'on appelle des défauts visuels qui n'en sont pas, hein, puisque tout est une affaire de goût. Mais là avec cette cicatrice qui s'est formée au fur et à mesure que la tomate a grossi, hein, qui peut être plus ou moins important, parce que la tomate grossit et puis elle éclate, donc elle fait une cicatrice. Là pareil, forcément c'est un fruit tout à fait à être consommé, qui nécessite juste un peu plus de travail, et travail qui dans les années 80-90 a été rejeté, on va dire, par le consommateur. Hein. Voilà, quand c'est beau, c'est bien rempli, tu vois. Ouais, et puis c'est bien, il n'y a pas trop de jus non plus, il y a plein de chair. Voilà, oui, c'est chouette ça. Voilà. La couleur est bien, ouais, c'est vrai que ça pourrait avoir sa place. Hein. Oui, ouais. Oui, je pense, ouais. Sa place dans le futur catalogue de la coopérative, un des leaders du légume en France. Et pour conserver sa place de leader, il faut sans cesse innover. Dans ses paniers, Hervé a donc d'autres trouvailles. Ce jour-là, il présente l'ensemble de sa collection à ses collègues. Alors, je ne vais pas faire de commentaires sur les qualités gustatives, je vais simplement vous en découper quelques-unes. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon. Une sorte de grand oral où l'on retrouve Gilles, le producteur, mais aussi Karine, responsable qualité, et Emmanuel du marketing. En aspect, c'est joli. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Une poignée de décideurs qui vont avoir à choisir la tomate qui révolutionnera peut-être le marché dans les prochaines années. Farine de peau épaisse. On élimine. À un moment donné, quand on est sur la dégustation, il faut que là, on soit un peu dans un esprit un petit peu de jeu, et puis qu'on se mette à la place du consommateur, qu'on imagine ce qu'il va en faire, et puis qu'on n'hésite pas à critiquer, quoi. Alors, ça peut être dur à entendre pour Hervé, pour Karine par moment, mais si c'est pas bon, enfin, si on trouve pas ça bon, ben, c'est pas bon, quoi. Alors, on va rester dans le domaine des choses qui sont agréables à regarder. Et vous me direz si elles sont aussi bonnes à manger. C'est une tomate un petit peu particulière, en fait, qui lorsqu'elle est en phase de maturation, a une couleur pourpre. La couleur intérieure est super jolie. Ouais, ça ressemble vraiment à une frine. Hein. Là, c'est la noire. Un côté un peu fumé. C'est pas mal. Moi, j'aime pas. J'arrive pas, c'est difficile à... Ouais, ça fait pas tomate. Hein. C'est bizarre. Il y a quelque chose derrière. C'est pas différent. C'est particulier. En fait, on a un peu les œnologues de la tomate. Seulement, on ne recrache pas. Voilà. Intéressant gustativement. Il y a les deux. Cette tomate, qui ne fait pas l'unanimité, elle sera mise de côté en vue d'autres expérimentations. Donc affaire à suivre alors, hein. Ok, ça marche. Bon, maintenant... Mais ce jour-là, il y a une tomate qui va mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est la surprise du chef. C'est-à-dire c'est bon, super bon. C'est super. Super bon. Tu sens que c'est super gorgé. Et là, changement d'ambiance. Immédiatement, Emmanuel sent le potentiel de cette petite tomate à la couleur assez originale. Alors, très vite, le plan marketing se met en place. On devrait essayer comme en pur. On va faire des essais en barquette toute seule, en positionnant le produit, en lui donnant un nom assez sympathique, quoi. Évocateur de la couleur et du goût. Bon, après, à creuser, quoi, mais... Ouais, parce que là, on est sur un produit star. Là, c'est un segment qui n'existe pas. On est sur... donc, il y a tout à faire, hein, qu'on a lancé à Cerise Jaune il y a 3 ans. Au départ, les retours qu'on avait de tout le monde, c'était... mais une tomate jaune, ça se mange pas jaune, quoi. Donc là, bon, elle est pourpre. Alors, c'est vrai que le marché, il évolue, mais bon, il évolue à sa vitesse aussi. Donc, bon, faut voir, quoi. Mais c'est vrai que le goût est extra. Pour les légumes oubliés, c'est un bon produit marketing, quoi. On fait du marketing, sur les produits les pliés comme on fait sur le reste, quoi. C'est pour nous, c'est inscrit quelque part dans les gènes de la marque, au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on cherche en permanence à s'adapter à ce que le marché réclame. Alors, on aimerait bien pouvoir créer des tendances, hein, mais bon, ça, il ne faut pas rêver. En tout cas, on cherche en permanence, à chaque fois qu'il y a une tendance qui se crée, de pouvoir voir de quelle façon on peut y répondre ou pas. Après, on fait nos choix stratégiques comme tout le monde, quoi. Mais à trop vouloir s'adapter au marché, les industriels font parfois quelques erreurs. C'est le cas de la cœur de bœuf. La cœur de bœuf, c'est le grand succès marketing de l'été.
Des ventes qui augmentent chaque année de 30%, des cœurs de bœuf, on en trouve à tous les prix. Du très bon marché à des excès qui frôlent parfois l'indécence. Côtelée à souhait, mal calibrée, la cœur de bœuf incarne à elle seule ce retour à l'authentique. Allez, madame. Sauf que cette cœur de bœuf est un hybride conçu en laboratoire. Car la véritable cœur de bœuf à l'ancienne, la voici. Une forme de cœur, une peau très fine, elle est en général moins chère. Et question papille, la différence est notable. Retour chez Jean-Marie, le chef cuisinier de Saint-Brieuc, qui se prête au test. Et là, c'est plutôt ambiance. Tonton flingueur. Il y a un truc qui est vraiment choquant, c'est le poids. C'est pas du tout la même chose. Ça sonne creux. Voilà. Il n'y a que du vide. Quand je vais couper ceci, voilà. Voilà pourquoi il y a un problème quand même. Voilà. Il y en a une qui sent la tomate, il y en a une qui n'a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de chair, il n'y a rien. Voilà. Là, il n'y a rien. Et là, il y a tout. Ces deux tomates ont été achetées le matin même, l'une en grande surface, l'autre produite par le maraîcher de Saint-Brieuc. Et dernier détail, elles coûtent le même prix, 4,50 € le kilo. Je n'ai même pas envie de la goûter, celle-ci, quoi. Et franchement, c'est pour vous. Hein. C'est de la flotte. C'est de la flotte rouge, mais de la flotte. Bref, c'est goûteux, quoi. Il y a de l'acidité, il y a de la chair, il y a de la texture. Il y a tout dans ces tomates, il n'y a rien besoin là-dedans. Là, on y revient. On y revient, mais la colère monte. Mais quel est l'intérêt de vendre ça aux gens? Pourquoi? Pourquoi faire? Parce que c'est à la mode, parce qu'on parle de la cœur de bœuf, parce que y a des maraîchers qui se donnent du mal et qui ont mis cette tomate-là en valeur parce que c'est une belle tomate. Alors on va faire de la tomate intensive en disant, ben voilà, nous aussi on fait de la cœur de bœuf, mais on fait de la merde. Pour certains irréductibles comme Jean-Marie, la promesse de la tomate à haute valeur technologique est un leurre. En clair, pourquoi chercher à inventer ce que la nature nous offre? Nous sommes à Haverskerk, dans le nord de la France, à la 7e édition de la fête de la tomate. Ici, pas d'hybride, mais des variétés oubliées. Perdues pour beaucoup, mais pas pour ses passionnés. De véritables fêlés de la collection, prêtes à traverser la France pour une petite graine. L'Evergreen, ça t'intéresse? Ah, j'en ai, je peux t'en proposer. Et veux-tu de la Hans Ruby German Green? Oui, volontiers. Ah, j'ai découvert les vertes cette année, c'est un régal. C'est un régal. Bon, je te propose quoi, la rose de Berne? Non, je sais pas, merci. Veux-tu de la lime green? On dénombre près de 13 000 variétés de tomates différentes. Et même avec le retour en grâce de la tomate oubliée, on en trouve à peine 70 dans le commerce. Autant dire que pour ces collectionneurs un peu fous, cette aventure a encore de beaux jours. Comme les images à l'école, vous vous rappelez? On échangeait et là on fait ça avec les graines. Et vous êtes tous des amateurs, des passionnés, quoi, c'est ça? Ouais, tous, ouais. On est plus que passionnés, on est limite pathologique, je dirais peut-être. Il y en a qui sont bien plus atteints que d'autres. Ouais, il y en a, c'est un stade grave et je crois que c'est une histoire d'amour et les histoires d'amour ça s'explique pas. Ah, c'est bien. Ah, ça c'est beau quand tu parles comme ça. Il y en a qui jardinent la nuit, c'est pour vous dire, quoi. À la frontale. À l'origine de cette passion, le goût, ou plutôt l'absence de goût. Car celle que l'on surnomme la reine du potager est aussi la reine des déceptions. Superbe, formidable. Et pour ces tomatophiles, le malheureux qui se contente de la tomate industrielle ne connaîtra jamais le plaisir de la chair. Rien à voir avec les anciennes tomates, aussi sensibles que délicates. Elles doivent être consommées dans les 4 jours après la récolte maximum. C'est clair. Parce que la peau est fine. Il faut qu'elle soit partie le soir, quasiment. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais.
Donc c'est leur point faible, mais c'est à la fois ce qui en fait leur beauté et leur goût. Et bien sûr, c'est pas du tout adapté au circuit de distribution des grandes surfaces et ça nous va très bien comme ça. Ce jour-là, près de 8000 badauds ont fait le déplacement. Pour la plupart, jardiniers amateurs venus goûter ou déguster parmi quelques 800 variétés de tomates. Mangez-en tant que vous voulez. Voilà, goûtez-moi ça. Car ici, on ne vend rien, on se régale. Et puis on repart avec quelques graines. Cherchez des cœurs de bœuf. Mais des cœurs de bœuf, il y en a. Je vais vous donner la meilleure. La Saint-Jean d'Angély. Allez, je vous donne quelques graines. Quelques graines, un précieux échantillon de tomates, impossible à trouver ailleurs. Et allez, du téton de Vénus pour la petite dame. Car ces graines, pour être vendues, doivent être inscrites dans un catalogue. Une sorte de dictionnaire officiel créé par le ministère de l'Agriculture et les professionnels de la semence. Aux yeux de la loi, un légume qui ne figure pas dans ce catalogue n'existe pas. Officiellement, il est donc impossible d'acheter des graines non inscrites, interdit surtout de vendre les légumes produits avec ces graines. Ce type de foire est donc à la limite de la légalité. Pourtant, l'échange de graines existe depuis l'invention de l'agriculture. Il est aujourd'hui fortement réglementé. On a des lois sur les semences tous les 2 ans, hein, en gros, un truc européen, un truc français. C'est infernal. Qui sont téléguidés par des lobbies. Hein, nous on se sent, enfin, moi je me sens un petit peu agressé quelque part. Je veux dire, je me demande pourquoi on légifère sur mon hobby. Je veux dire, est-ce qu'on légifère sur les trains électriques je trouve ça incompréhensible. C'est vraiment qu'il y a des enjeux derrière. L'enjeu, c'est le contrôle de la chaîne alimentaire, de la semence à l'assiette. Un enjeu colossal. La France est le 3e producteur mondial de semences, derrière les États-Unis et la Chine. Pour l'industrie, l'avenir est donc dans les hybrides ou les OGM. Alors les semences de courge, les carottes, les panais qui s'échangent sous le manteau, tous les légumes anciens encore préservés du rouleau compresseur de l'industrie agroalimentaire, seront-ils un jour transformés eux aussi? Ces vieux légumes, mal dégrossis au pelage terreux, pourraient aussi faire l'objet d'améliorations génétiques pour augmenter les rendements. Avec le légume oublié, on croyait retrouver le goût, le terroir, mais jusqu'à quand? Voilà, mon petit préféré à moi, c'est le topinambour. Alors c'est vrai qu'on hésite souvent par peur de ne pas savoir les cuisiner. C'est dommage parce que les légumes anciens contiennent plein de bonnes choses pour notre santé et ils ont en plus l'avantage de ne pas créer chez nos enfants, vous savez, cette phobie du vert comme certains autres légumes. Merci en tout cas au Verger Primeur pour l'accueil et moi je vous dis à très vite sur France 5. Bye bye.